Il était considéré comme le soldat le plus faible, mais après avoir failli mourir lors d'une attaque de monstre, il avale un parasite extraterrestre qui lui donne la capacité de se transformer en monstre le plus fort. L'histoire commence dans un monde envahi par des créatures terrifiantes connues sous le nom de kaiju. Alors que l'équipe de surveillance reste absorbée par ses tâches, un tout nouveau kaiju laid apparaît soudainement, jetant la ville dans le chaos. Alors que les alarmes d'urgence retentissent à chaque coin de rue, avertissant les citoyens de se précipiter vers l'abri le plus proche. L'équipe d'enquête envoie rapidement un message à la base indiquant que la dernière cible se dirige de Yada-Basho vers la ville de Yamasha et semble mesurer environ 60 mètres de long avec un niveau de force de 3,6. Alors que les kaiju reptiliens envahissent la ville, la force de défense se prépare au combat et cette fois, c'est la 3e division qui est appelée à l'action. Mina Hashiro, le commandant de la 3e division, mène la charge et plonge directement depuis un hélicoptère et engage la bête ressemblant à un lézard dans le combat. Son équipe la suit juste derrière pour la soutenir. Et sans perdre une seconde, elle tire un coup qui abat la créature d'un seul coup net. Les fluides corporels du kaiju explosent à l'impact et éclaboussent partout, transformant toute la zone en un désordre dégoûtant. Une fois que la force de défense a éliminé le monstre, il est temps que quelqu'un s'occupe des conséquences. C'est à ce moment-là que notre protagoniste d'âge moyen, Kafka Ibino, apparaît en train de grignoter un hamburger tout en regardant à travers un télescope le bidonville sale que lui et son équipe sont sur le point de nettoyer. D'un côté, on trouve les héros célébrés qui sont couverts d'acclamations et d'admiration, tandis que de l'autre, on trouve ces agents de nettoyage qui ne reçoivent même pas un signe de tête respectueux. Pourtant, Kaka voit cela comme son propre type de combat contre les kaiju et éprouve un étrange sentiment de fierté à le faire. Il envoie un échantillon de la créature à l'unité technique avant de retourner à son travail dégoûtant mais nécessaire. Là, l'un des gars devient un peu trop négligent et un morceau du monstre explose, causant une blessure superficielle à une recrue. Le chef de l'équipe de nettoyage se tourne alors vers KFKA et lui ordonne de passer à la section intestinale car il manque de main-d'œuvre là-bas. KFKA trouve clairement l'idée dégoûtante et s'en plaint. Mais dès qu'il intervient, il est évident que le gars est un vrai pro quand il s'agit de gérer un travail qui retourne l'estomac comme celui-là. Plus tard dans la journée, alors que Café rentre chez lui, il se laisse tomber directement sur son lit sans hésiter. La corvée désagréable à laquelle il est confronté lui donne la nausée. Et tout en essayant de se distraire, il se tourne vers la télévision où Mina est saluée comme une héroïne nationale par les médias. La vue d'elle le ramène à une époque où il se tenait à ses côtés, faisant des promesses audacieuses selon lesquelles ils élimineraient ensemble jusqu'au dernier kaiju. Allumant une cigarette, il reste assis là, s'imprégnant de l'amertume de ses rêves qui n'ont jamais vraiment abouti. Finalement, il éteint la télévision et pousse un cri de frustration. Mais après une seconde, il se ressaisit et essaie de se convaincre que même nettoyer le désordre est une tâche importante. Le lendemain, KFKA saute sur son scooter et part au travail avec la tête qui lui fait mal comme un fou. Une fois arrivé, il rencontre ses collègues et est présenté à une nouvelle recrue nommée Reno Ichikawa. Tu veux soutenir Mangekyo Sekai et accéder à du contenu exclusif? C'est le moment de rejoindre une vraie communauté d'amoureux du manga avec 3 plans adaptés à tous. Avec le plan légende du manga, tu obtiens des badges spéciaux et des emojis personnalisés pour te démarquer dans les commentaires, ainsi qu'une priorité pour les réponses aux commentaires. Le plan Shonen Master, en plus des avantages du niveau inférieur, c'est l'accès en avant-première à nos dernières vidéos, des dédicaces personnalisées dans nos prochaines vidéos et des vidéos réservées aux membres. En denier, le plan légende du manga, pour les plus fidèles, permet d'échanger avec nous sur Telegram ou Discord, cadeaux exclusifs avec des produits à prix réduit sur notre boutique, en plus des avantages des niveaux inférieurs et des surprises rien que pour toi. Clique sur « Rejoindre » pour faire partie de l'aventure et faire briller encore plus cette chaîne qu'on construit ensemble. Le gars nommé Takuda mentionne à Reno que Kafka avait autrefois eu le même rêve de rejoindre les forces de défense, mais qu'il avait fini par y abandonner. Reno jette un regard rapide à Kafka et lui demande d'un ton sérieux pourquoi il a jeté l'éponge. Kaka partage ensuite à quel point il s'est poussé pour atteindre cet objectif jusqu'à ce que la dure vérité le frappe. Ses capacités avaient dit des limites et dit que Reno comprendra probablement cela aussi une fois qu'il sera plus âgé, mais Reno ne l'accepte pas,
refusant d'accepter ce qu'il appelle une excuse boiteuse et déclare fermement qu'il ne reculera jamais comme ça. Il s'en va se changer, tandis que Kaka reste là, visiblement agacé par l'attitude de l'enfant. Plus tard, alors que les tâches sont annoncées, Kaka ressent une brève étincelle d'excitation en entendant que le débutant se voit confier le macabre nettoyage des intestins. Mais cette excitation s'estompe rapidement. C'est le moment où il découvre qu'il est à nouveau coincé avec le même travail dégoûtant. Lorsqu'ils obtiennent enfin une pause dans leur routine, Kaka s'assoit à côté de Reno pour manger, mais le pauvre nouveau venu a l'air complètement dégoûté et nauséeux. Lorsque Kafka demande ce qui ne va pas, Reno admet qu'il n'a pas beaucoup d'appétit. Sans perdre un instant, Kaka lui lance une bouteille de multivitamines, disant que c'est exactement ce dont Reno a besoin s'il veut survivre à la journée de travail. Ensuite, Kafka sort quelques bouchons de nez et poursuit Reno, essayant de les enfoncer tout en provoquant une grande agitation. Ils continuent à travailler jusqu'au crépuscule et lorsque leur quart de travail se termine enfin, Reno s'approche de Kafka. Fidèle à son optimisme habituel, Kaka adopte une position de boxeur et demande si Reno est là pour se venger. Au lieu de cela, Reno le remercie et mentionne que la limite d'âge pour le recrutement des forces de défense a été relevée à 33 ans, ce qui signifie qu'il y a encore de l'espoir pour quelqu'un comme Kafka à 32 ans. Hero souligne qu'il a vu la tristesse de Kaka lorsqu'il a parlé d'arrêter. Juste au moment où Reno se tourne pour partir, Kaka sourit et le remercie, le qualifiant de gentil garçon. Soudain, un kaiju voyou apparaît et ouvre sa bouche massive, visant à avaler Reno en une seule gorgée. À la dernière seconde, Kaka se précipite, sauvant le garçon, mais s'écrasant violemment dans le processus. Il convainc Reno de courir pendant qu'il garde le monstre distrait, agissant comme un leurre. Le monstre le poursuit dans une rue étroite, alors qu'il sprinte, brisant finalement une vitre et sautant d'un bâtiment. À ce moment-là, Kaka se souvient de l'époque de Mina, où ils ont tous les deux tout perdu à cause du Dan Kaiju. Il essaie de me remonter le moral en plaisantant, en disant que tout ce qui l'intéressait vraiment était de terminer quelques vieux jeux Nintendo Pac-Man. Assis ensemble sur une falaise surplombant leur maison en ruine, ils crient à l'unisson qu'ils veulent devenir officiers des forces de défense et en faire une rivalité amicale pour voir qui deviendra l'officier le plus cool de tous. De retour dans le présent, Kata pleure ses échecs, tandis que le monstre continue de se rapprocher de lui. Il attrape une tige et reste sur place, visant à frapper les jambes du caillou pour tenter de le décapiter. Mais la bête le jette de côté avec une force brutale, le laissant gémir de douleur. Il lutte pour se remettre sur pied, mais le monstre ouvre à nouveau grand sa gueule massive, l'avalant presque tout entier. Juste à ce moment-là, Reno sauve la situation en attaquant la créature avec une arme qu'il avait apportée. Café lui crie dessus, lui demandant pourquoi il est venu, et Reno répond qu'il a déjà prévenu les forces de défense et insiste sur le fait qu'il ne pourrait jamais devenir un véritable officier s'il laissait simplement un ami mourir. Ces mots font écho aux vieux rêves de Kaka, lui donnant la force de se relever. Juste au moment où le monstre se prépare à achever Reno, Kaka rassemble tout son courage et crie, comme s'il était sur le point de se transformer en super-héros ou quelque chose comme ça. Mais avant qu'il puisse terminer, un tigre surgit soudainement et bat le kaiju en une seconde seulement. Mina apparaît derrière le tigre, ordonnant à tout le monde de prendre soin des blessés. Après avoir été secourus, Kafka et Reno sont emmenés à l'hôpital où ils sont allongés côte à côte et discutent comme de vieux amis. Reno dit à Kafka que s'il n'avait pas été là, il serait déjà mort, louant son côté cool et insistant sur le fait qu'il devrait devenir officier de défense. Kafka se frappe la tête, se réprimandant d'avoir ignoré son rêve tout du long, et décide finalement de lui donner une autre chance. Mais alors que l'espoir commence à renaître, un insecte volant semblable à Kaiju apparaît devant lui. Kaka crie alors que le monstre annonce qu'il a trouvé sa cible. Et avant qu'il ne puisse réagir, la créature entre dans la bouche de Kaka. Il ressent une douleur intense. Et quand Reno vient le voir, ce qu'il trouve n'est pas Kaka, mais un kaiju humanoïde à l'air cool. Bowskin est choqué par ce qu'est devenu Kafka. Pourtant, Kafka tente de rassurer Reno en lui disant qu'il est toujours Kafka et non un kaiju. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, un vieil homme arrive, secouant tout le monde de la tête aux pieds et appelle rapidement les forces de défense pour signaler l'apparition d'un kaiju à l'intérieur de l'hôpital, même si c'est la dernière chose qu'il fait avant de toucher le lit de mort.
L'histoire revient à une époque où Mina et Kafka étaient assis côte à côte dans la bibliothèque, riant des livres avant que tout ne tourne mal. KFK demande nerveusement à Mina de ne pas dire à sa mère qu'il lit des mangas, disant que si elle le découvre, tout le quartier le saura en quelques minutes. Ma sourit et le remercie d'être toujours là. De retour dans le présent, le peloton de Ma est chargé d'éliminer le petit kaiju repéré à l'hôpital. Elle ordonne donc à tout le monde de s'équiper et d'agir rapidement pour éviter les pertes. La sirène retentit à Yokohama, avertissant les habitants de la menace. Un passant entend l'alarme étouffée et se plaint que le gouvernement n'a toujours pas réparé le système de sonorisation. Le retour à l'hôpital est prévu et le vieil homme est en pleine panique. Reno exhorte Kaka à afficher son sourire et à convaincre le geyser que tout cela n'est qu'une confusion ou peut-être juste un costume d'Halloween. Kaka le suit rapidement, mais le sourire effrayant qu'il fait est si terrifiant que le vieil homme s'évanouit sur place. Kafka se précipite pour voir comment il va, et au moment où sa main touche le mur, tout se fissure, ainsi que le plafond, effrayant encore plus Kaka et Reno. Kaka commence à s'inquiéter d'être vraiment devenu quelque chose de dangereux. À ce moment-là, les patients dans le hall l'aperçoivent. Kaka panique et pense à sauter par la fenêtre pour éviter de causer plus de problèmes. Mais au moment où il touche la fenêtre avec sa main kaiju, elle s'effondre complètement. Reno s'enfuit dehors et Kaka essaie de le suivre, mais le petit saut de Yuna l'envoie voler haut dans les airs. Les forces de défense reçoivent l'alerte selon laquelle le kaiju s'est échappé de l'hôpital de Yokohama et se dirige maintenant vers une zone déjà évacuée. Alors que Reno court à ses côtés, il a du mal à accepter le fait que son aîné s'est en quelque sorte transformé en kaiju. Lorsqu'il jette un coup d'œil en arrière pour demander si c'est vraiment toujours le même Kaka, il voit que les choses ont pris une tournure encore plus étrange, car Kaka a maintenant l'air encore plus terrifiant avec des tentacules et d'autres extensions bizarres dépassant de son corps. Reno demande s'il s'agit d'une sorte de mode rafale spécial, mais il est clair que Kaka lui-même n'a aucune idée de ce qui se passe. À ce moment-là, une projection semblable à un verre jaillit soudainement de sa bouche et avale un oiseau vivant, ce qui les laisse tous les deux absolument horrifiés. Kaka parvient d'une manière ou d'une autre à reprendre sa forme humanoïde. Mais dès qu'il se calme, il se tourne vers Reno et dit qu'ils ont un sérieux problème. Déjà dépassé par tout ce qui se passe, Reno demande « Et maintenant ?» Seulement pour que Kaka explique qu'il a vraiment besoin de faire pipi et qu'il ne peut plus se retenir. Rita l'examine et se rend vite compte que le matériel habituel pour faire pipi est introuvable. Et juste comme ça, Kaka perd le contrôle et finit par libérer le liquide d'un endroit d'où aucun humain normal ne devrait uriner. Kaka tombe au sol, misérable, essayant de se remettre des dommages émotionnels, tandis que Reno fait de son mieux pour le faire bouger à nouveau. Notre homme est allongé là, écrasé par l'idée que son rêve est désormais officiellement terminé puisqu'il n'y a aucun moyen pour lui de rejoindre les forces de défense comme ça. C'est à ce moment-là que Reno remarque une zone restreinte à proximité et commence à repousser la barrière, pensant que cela pourrait être l'endroit idéal pour se cacher tous les deux. Les oreilles de Kaka sonnent soudainement, alors qu'il saisit sa tête, affirmant qu'il peut sentir quelque chose bouger sous terre. Et à ce moment-là, il réalise qu'il sent un kaiju. Au même moment, l'équipe de surveillance alerte la 3e division des forces de défense, le même groupe qui traque Kafa, et ils se dispersent rapidement en position. Kaka dit à Reno que ce kaiju ressemble à celui qui les a attaqués auparavant, et les deux se précipitent vers la zone restreinte. Pendant ce temps, une petite fille et sa mère sont attaquées par un autre kaiju, et la mère se retrouve piégée sous les décombres alors que la créature se précipite en avant, les mâchoires grandes ouvertes. Juste avant qu'il ne frappe, Kafka s'écrase et renverse le monstre avec un coup de poing solide, puis commence à faire des grimaces pour calmer l'enfant, bien que tout ce qu'ils réussissent à faire soit de la terrifier encore plus. Reno arrive et ensemble, ils mettent la mère en sécurité. Juste à ce moment-là, le mauvais kaiju se relève, pour être anéanti lorsque Kafa le frappe avec suffisamment de force pour l'envoyer voler et exploser dans les airs, faisant tomber ses fluides corporels comme des gouttes de pluie. Kafa s'agenouille à côté de la fille effrayée et dit doucement qu'il sera bientôt parti et que les forces de défense s'occuperont du reste. Mais juste au moment où il se retourne pour partir, elle le remercie, faisant surgir un souvenir de Mina dans son esprit. Reno l'avertit de courir avant que l'unité d'élimination n'arrive. Akaka reste enraciné,
regardant droit devant lui avant de déclarer qu'il a fini d'abandonner. Et tandis qu'il le dit, sa tête de kaiju se désintègre, révélant son visage humain en dessous. Lorsque Mina arrive sur les lieux, elle se sent confuse par tout ce qui vient de se passer et s'approche de la petite fille pour essayer d'obtenir des informations de sa part. La fille hésite au début, mais lorsque Mina promet qu'elle éliminera tous les kaiju, la fille lui demande de promettre de ne pas blesser les bons kaiju qui ont sauvé sa mère. Cette demande inattendue laisse Mina sidérée et le soi-disant kaiju disparu reçoit le nom de code kaiju numéro 8 avec un visage super laid choisi pour le représenter. 3 mois passent et Kafka devient le premier kaiju à échapper aux forces de défense, obligeant chaque officier à être en alerte constante à sa recherche. Le superviseur du service de nettoyage des kaiju remet 2 lettres à Reno disant qu'elles proviennent des forces de défense et lui demandant de lui remettre également la lettre de Kaka. Reno vérifie ses propres résultats et constate qu'il a réussi le premier examen. Il apporte ensuite l'autre lettre à Kafka et en chemin l'ouvre, souriant en voyant passer Kaka avant de courir partager la nouvelle avec son aîné. Au moment où Reno arrive et annonce la bonne nouvelle, il se met soudainement en colère et attaque Kafka lorsqu'il le voit sous sa forme kaiju. Apparemment, Kafka n'a toujours pas complètement maîtrisé le changement de forme et réalise rapidement son erreur et essaie de transformer son visage, mais oublie de cacher les crocs. Reno explose dans ses oreilles, lui disant d'être plus prudent puisque sa forme kaiju est célèbre dans tous les médias. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, elle révèle qu'après l'incident, ils se sont précipités à l'hôpital et ont inventé une histoire de fuite lorsque le kaiju est apparu. Reno espérait avoir trompé les forces de défense, mais la forme kaiju de Kaka s'était répandue dans les médias comme une traînée de poudre. Tout cela grâce au vieux Geyser. Reno remet ensuite une lettre à Kafa et découvre que c'est toujours au 2e tour que Kaka échoue. Reno lui demande s'il est prêt à passer l'examen avec son corps actuel, l'avertissant que s'il se trompe, il pourrait être tué sur place. Kaka se lève avec détermination et dit qu'il ne peut pas laisser les 3 derniers mois de travail acharné être gaspillés. Et vu qu'il a déjà 32 ans, cela pourrait être sa toute dernière chance de poursuivre son rêve. Reo lui dit que même si Kaka échoue, il n'abandonnera pas et qu'ils s'affronteront comme rivaux. Kaka sort une bouteille d'eau, mais a du mal à l'ouvrir. Alors, il fait plus d'efforts et se transforme accidentellement en kaiju. Reno le gronde, lui disant de sauter l'examen, mais Kaka laisse tomber ses genoux, arguant qu'il se débrouillera jusqu'à ce que le moment de l'examen arrive. 10 jours passent en un clin d'œil, et enfin, c'est l'heure de l'examen. Notre gars gare son camion dans un immense parking, mais juste avant qu'il puisse en entrer, une petite nana aux cheveux jaunes apparaît, traitant notre gars de vieil homme. Kappa entre dans une colère noire, expliquant qu'un homme de 32 ans comme lui ne peut pas être un vieil homme. Elle va droit au but et lui demande de déplacer son camion balayeur monstre parce qu'elle veut garer sa voiture là. Lorsque Kaka refuse, disant qu'il y a beaucoup d'autres places vides, la fille dit que 5 est son chiffre porte-bonheur. Lorsque Kakasto refuse, elle utilise la force de son costume coûteux pour soulever son camion et le jeter de côté. Reno demande qui elle est et la fille se montre fléchie, disant qu'elle est Kakoru Shaomiya et que son passe-temps est de tuer kaiju. Kaikoru s'approche alors de notre gars et lui dit qu'il sent comme kaiju. Après avoir entendu cela, notre gars se sent assez énervé, mais Reno intervient et dit qu'il s'occupe des déchets kaiju, ce qui la rend encore plus curieuse de savoir pourquoi il se présente. Son attention se déplace instantanément lorsque Kafka soulève nonchalamment son camion et elle suppose qu'il doit aussi avoir un costume. Il se retourne et se présente comme son papa, lui disant de se souvenir du nom. Son air suffisant disparaît au moment où son majordome ninja se gare à sa place. Et puis, elle reconnaît KFK et le met au défi de l'impressionner lors du test. Alors qu'elle s'éloigne avec ses hommes en noir, il s'excite. Mais Reno demande pourquoi il décide d'utiliser son pouvoir en public, bien que Kaka se vante de bien cacher ses griffes. Après cela, il se dirige vers la salle et notre personnage principal promet de ne pas gâcher ce dernier plan pour rejoindre Mina. Mais l'engouement s'estompe rapidement lorsqu'il halète comme un chien asthmatique, même s'il s'entraîne tous les jours. La première partie du test vérifie la condition physique, suivie du test d'aptitude qui, selon Reno, dépend entièrement de la génétique. Donc, sa meilleure chance
et d'obtenir un gros score dans la partie fitness. Kafka se rend vite compte que tout cet entraînement ne sert à rien, car il se déplace désormais comme un trentenaire gros et costaud. Mais il refuse de tricher avec ses pouvoirs et atterrit à 6 du bas. Kakoro lui jette sa feuille de rang et rôtit le vieil homme avec tant de méchanceté qu'il souhaite pouvoir disparaître et pourrir dans un trou pour toujours. Reno est choqué que Kat évite d'utiliser ses pouvoirs même une seule fois. Kaka explique alors que cela semble injuste envers les autres et se plaint ensuite de la façon dont il pourrait détruire tout le monde s'il utilisait seulement 1% de son véritable pouvoir. Pendant ce temps, Soaro montre une liste des candidats et dès que Mina repère son béguin d'enfance, elle lui demande de donner son avis. Il dit que de tous, ceux qui attirent les yeux du serpent sont Izumo Harushi, qui détruit tout le monde à l'université, puis Haru, qui a des dents sauvages et des muscles sérieux, et enfin Kaguraji, qui a fait un doigt d'honneur à l'armée pour rejoindre la force de défense Kaiju. Le dernier sur sa liste est le prodige de 16 ans, tout droit venu de Californie et originaire de Freedom Land, qui a sauté une classe grâce à son talent fou, Shinomiya Koru. Alors qu'elle se promène avec un air suffisant, Aharu jure qu'il va l'écraser complètement. Alors que Yumu et Kaguraji décident d'attendre et de voir ce qu'elle apporte à la table, Reno souligne que la concurrence semble vraiment rude. Et quand Kikoru lui demande s'il voit maintenant sa grandeur, il s'accroche à elle avec étonnement jusqu'à ce que ses gardes le détruisent pour avoir abusé d'une fille pure avec ses mains de vieil homme. Les autres le regardent avec un dégoût total, tandis que Kakor dit avec suffisance qu'il perd de plus en plus de points d'aura à chaque fois qu'ils se rencontrent. Après cela, il commence à se demander comment il pourrait lui en faire profiter. Serino lui dit qu'il a une chance puisqu'il en sait beaucoup sur Kaiju de son passé. Et ce genre de connaissance a le même poids que de tuer Kaiju, ce qui explique également pourquoi il a rejoint l'équipe d'élimination. Plus tard, devant une porte massive, le capitaine Soshiro se présente et dit que la partie suivante se déroule à l'intérieur, puis ouvre les portes pour révéler Kaiju qui les attend, car ils les chasseront pour le test. Un kaiju les charge à toute vitesse et Kafka est presque victime d'une crise cardiaque, s'effondrant sur son camion Ben, tandis que tout le monde reste calme, marquant la 3e fois. Kakoru rit de son côté clown. Le capitaine Sershiro explique qu'ils reçoivent tous des combinaisons de combat Izumo fabriquées à partir de fibres musculaires, kaiju, avec lesquelles Reno forme immédiatement une bonne synergie. Comme il s'agit de l'arme principale utilisée par les humains pour combattre les kaiju, le cadavre de défense vérifie d'abord le potentiel brut de chaque personne. Ryo réalise un bon 8%, tandis qu'Izumo et les autres dépassent tous les 10%. Ce qui étonne Lab Lady Okanoge, car il est rare de voir plus d'une personne par an battre ce record. Sa mâchoire s'écrase sur le sol lorsqu'elle voit Kakoru assis bien au-dessus de tout le monde avec un potentiel fou de 46%, la plaçant déjà près du rang de chef de peloton. Cela donne à Reno un cas grave de FOMO. Mais le capitaine Sershiro lui dit que 8% est en fait solide pour un débutant et plaisante en disant qu'au moins il n'est pas à 0. Puis il rit encore plus fort en disant que personne n'a jamais eu 0. En entendant cela, le commandant se met à rire comme un fou, tandis que Kafka essaie de faire ressortir un peu de potentiel sans provoquer d'accident dans son pantalon. Kafka essaie de découvrir le secret qui lui permet de libérer son potentiel, tandis que Kikoru fusionne durement, le regardant sucer comme une blague de papa après s'être montré sur le parking. Une fois que tout le monde est entré dans leur combinaison, le capitaine Budget Orshimaru annonce que leur test commence maintenant. Il explique qu'il y a 36 petits kaiju et un grand chef Anju cachés dans la ville et qu'ils sont tous équipés de fusils anti-kaiju pour les chasser, alors que les drones suivent chaque candidat et activent un bouclier de défense. Les choses deviennent trop folles, ce qui signifie également un échec instantané. Après cela, le round démarre et Kakora passe devant tout le monde comme si elle était propriétaire des lieux. Puis il commence à accumuler les kills comme si ce n'était pas grave de simplement se vanter d'eux. Pendant ce temps, le café commence à paniquer à propos de la manière dont ils sont censés concourir. Et juste à ce moment-là, Sir Shiro annonce que le commandant Mina est venu les surveiller personnellement. En entendant cela, Kafka se concentre et réalise que les drones surveillent probablement plus que le nombre de victimes. Alors, lui et Reno décident de jouer le rôle de soutien à la place.
Il voit Gyumo et d'autres PNJ en difficulté ne pas réussir à endommager un Yojo à la peau épaisse. Alors, Kath intervient et remarque qu'il a déjà vu celui-là, ce qui l'aide à comprendre pourquoi il transporte des grenades. Il lance sans crainte une bombe assourdissante directement sur son visage hideux, le faisant tressaillir fortement car son ouïe est 10 fois plus forte que sa vue. Après cela, il souligne que son ventre a l'armure la plus faible, permettant à Izumo et aux autres de terminer le travail rapidement. Lou Harris dit « Merci pour le sauvetage », et même le capitaine Sushiro montre un peu d'intérêt tandis que la confiance de Kata atteint de nouveaux sommets en raison de tout le temps qu'il passe à nettoyer les corps des kaiju à l'intérieur et à l'extérieur. Mais la réalité le rattrape lorsqu'un Yoju le frappe sur le côté et l'envoie voler dans un bâtiment, déclenchant les alarmes de son costume. Alors Soshiro dit à Okanoji d'appuyer sur ce bouton de bouclier à tout moment. Alors que le Yoja se rapproche, Kaka sait qu'utiliser le bouclier signifie un échec. Alors, il essaie par tous les moyens de ne pas faire d'erreur devant Mina. Et juste avant que le kaiju ne le dévore, il se transforme soudainement en fromage suisse. Debout dessus, Kakora dit à nouveau à quel point elle se sent déçue par son inutilité et lui dit de rester dans la terre pendant qu'elle gère le reste comme une reine. Cette petite étincelle de motivation semble pousser Kata en avant, mais Reno remarque que sa jambe a l'air totalement détruite. Et juste à ce moment-là, le capitaine Soshiro intervient pour dire que son corps a subi des dommages majeurs, certains organes vitaux étant même touchés, ce qui jette Kafa dans un gouffre de haine de soi à cause de son potentiel, étant la seule chose qui l'empêche de se tenir aux côtés de la fille de ses rêves. Il ignore l'avertissement de Sushiro et décide que lui seul peut dire quand arrêter. Alors, il se relève sur cette jambe cassée, propulsé uniquement par sa volonté brute, sa testostérone et sa force brute. Son potentiel grimpe de 0,1% alors qu'il regarde Mina droit dans les yeux et jure de ne jamais jeter l'éponge. Tout le monde le regarde figé alors qu'il agit comme si tout allait bien. Alors Shiro dit qu'il appuiera sur la gâchette du bouclier si cela devient risqué, ce avec quoi Kakot est d'accord avant de cracher du sang et de dire à Reno de continuer sans lui. Mais son frère tend la main parce qu'ils acceptent d'affronter tout cela en équipe. Alors que la rune de contrôle perd son rire, les deux idiots se combinent avec un mouvement de piggyback qui semble incroyablement gênant, mais permet à Kaka de faire de gros appels cérébraux tandis que Reno les exécute avec sa combinaison de puissance. Kaka lui dit alors de donner un coup de pied dans la queue de Koru, qui est là-bas en train d'accumuler des points comme si elle était Ronaldo contre un vieil homme victime d'un AVC. La blonde continue de passer de Yoju à Yoju et les détruit tous comme un chef avant de mettre une balle dans la tête laide du kaiju principal et de la terminer proprement. Alors que le Hanju s'effondre, la dame du laboratoire annonce rapidement que le patron est à terre et que le test se termine maintenant. Donc, tout le monde doit sortir. Kaka a l'impression qu'il est sur le point d'exploser, car elle a fini trop vite et tout un combo ne signifiait rien. Alors que Hokonoji demande le signal au capitaine, il dit au commandant Mina que Kakoru prouve sa grande valeur. Et grâce à elle, presque personne n'a été gravement blessé ou n'a été désabonné de la vie. De retour sur le champ de bataille, Kakoru lève les yeux vers le ciel et se demande si elle est assez parfaite pour que son père le remarque et se retourne pour le frotter au visage de Kaka. Mais elle sent soudain quelque chose d'étrange derrière elle et du sang jaillit instantanément de sa poitrine. Pendant ce temps, Kaka reprend son souffle et dit à Reno à quel point Kakoru est un monstre jusqu'à ce qu'il panique parce que les kaiju morts recommencent à bouger. Au même moment, Kakoru semble avoir bloqué le coup avec son costume et demande à l'humanoïde ce que c'est, le laissant surpris de la voir vivante et en quelque sorte guérie. Alors qu'il caresse le Hanju, elle vise, mais la chose effrayante lui dit de ne pas mordre plus qu'elle ne peut mâcher et tire suffisamment de balles pour abattre toute une école et la fermer. Le chaos éclate dans la salle de contrôle à propos de son statut, et tout le monde panique lorsque le kaiju revient à la vie. Maintenant, avec l'ampleur folle de 6, puisqu'aucun officier ne peut à lui seul gérer ce désordre, Mina ordonne que tous les boucliers soient activés et se prépare à partir avec Soshiro. D'un autre côté, Kek refuse de reculer comme un enfant effrayé parce que personne ne meurt tant qu'elle est là. Elle crie qu'elle est la tueuse parfaite jusqu'à ce qu'un Hanju lui donne un coup de pied à la Bruce Lee et la fasse tomber au sol. Cela ravive ses souvenirs d'enfance où son nom était toujours en haut. Mais contrairement à ses amis qui recevaient l'amour de leur père simplement parce qu'ils étaient décédés, le sien était toujours parti.
Son majordome a dit qu'il serait sûrement fier. Mais quand elle lui parle enfin, l'homme lui dit qu'il attend d'elle qu'elle soit la meilleure et qu'elle devrait arrêter de célébrer les petites victoires et travailler plus dur pour ne pas prendre un L la prochaine fois. Même avec un bras cassé, elle continue de souffrir en pensant aux sages paroles de son père jusqu'à ce que son arme tombe et que le kaiju repousse ses armes pour l'abattre avec un laser. Le commandant Mina et Soshiro Naruto courent à toute vitesse vers l'endroit, espérant y arriver à temps, mais Kakoru abandonne en voyant le attaque folle chargée devant elle. Elle dit au revoir et dit à son père qu'elle est désolée de ne pas être sa fille parfaite lorsque le Hanju tire l'explosion. Mais la dernière personne à laquelle elle s'attendait se présente avec un sourire stupide. Elle est assise là comme une poupée de chiffon, le regardant passer en mode transformation complète et avoir l'air cool comme l'enfer. Pendant ce temps, les autres courent pour se mettre en sécurité et Reno les aide là où il peut dire à quelqu'un de les avertir de ne pas s'approcher du combat de Kakora. Il se tourne donc vers son fils qui est déjà parti. Il est d'abord choqué, mais réalise ensuite qu'il est naturel qu'il se soit transformé et qu'il aille la sauver. De l'autre côté, Kakor demande à Kafta où il est. Alors il se met à genoux et la supplie de garder son secret, mais dit qu'il doit d'abord éliminer un vilain kaiju. De retour dans la salle de contrôle, Okonoji alerte le commandant qu'il y a maintenant un kaiju avec un signal de niveau 9, ce que le capitaine a du mal à croire car cela en ferait le plus fort de l'histoire. Juste à ce moment-là, Kata devient complètement Satama et charge parce qu'il prévoit d'en finir avec un seul coup de poing. D'un seul coup de poing, il éviscère toute l'âme de ce kaiju comme un boss, puis se baigne dans le sang de son ennemi tandis que Kakoru le regarde sous le choc. Kakoru se demande s'il n'est qu'un vieil homme scénique alors qu'il découpe proprement un Yoju qui rampe derrière elle et lui dit qu'elle ira très bien avec le sourire le plus chaleureux sur son visage. Quelque chose que son père ne lui a jamais montré. Alors qu'il la gronde pour avoir pris des risques, Reno arrive et lui dit la même chose. Et alors que les deux se chamaillent comme un couple, elle s'effondre face contre terre. Quelques heures plus tard, le capitaine Sershiro et Mina arrivent sur place et se sentent confus quant à ce qui pourrait provoquer un tel chaos. Okonoji rapporte que les 3 derniers candidats s'en sont également sortis vivants. Shiro dit qu'il doute que même Kakuru puisse faire ça et souligne que les dégâts ressemblent beaucoup à la scène d'il y a 3 mois. Plus tard, Kaka est allongé dans un hôpital et se sent énervé que Kakuru reçoive le meilleur traitement alors qu'il n'est que soigné. Le fait de voir toutes ces légendes autour de lui rappelle qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que lui. Mais il prétend que cela ne fait que l'exciter davantage, ignorant que Mina se tient dehors et entend chaque mot. Elle entre ensuite et le remercie d'avoir porté Kakoro avant de sortir rapidement tandis que Kaka se retient de dire son nom jusqu'à ce qu'il gagne une place à ses côtés. Pendant ce temps, aux soins intensifs, Kakoru se sent mal à l'aise à propos de son père et sursaute en pensant voir son ombre. Le capitaine Sershiro la remercie d'avoir sauvé des vies, ce qui lui fait penser à KFKA. Pourtant, lorsqu'il lui demande si elle ne l'a pas fait, elle admet que oui. D'un autre côté, le humanoïde kaiju est surpris d'apprendre qu'il n'y a eu aucun décès après avoir réanimé le Hanju et suppose que les soi-disant capitaines des nouvelles doivent être assez forts, et montre ensuite de l'intérêt pour le kaiju numéro 8 mentionné. Il reçoit ensuite un appel, se transforme lentement en homme et dit à l'équipe qu'il est en retard à cause d'un Taco Bell vraiment épicé. Alors que les hommes s'éloignent avec, la chose manque presque de se transformer. Mais les hommes n'en sont pas plus sages. Alors que Kafa et Reno continuent de se disputer à propos de leurs bêtises habituelles, leur superviseur entre en tenant les enveloppes contenant leurs résultats. Nos 2 hommes sont assis à la table et regardent les enveloppes qui portent le poids de leur avenir. Et même si Kaka sait que c'est sa dernière chance, il se demande tranquillement si ce chemin le ramènera enfin à son béguin d'enfance. Alors qu'il ouvre l'enveloppe, il se retrouve figé, la bouche grande ouverte, incrédule devant ce qu'il voit à l'intérieur. Plus tard, au quartier général, toutes les nouvelles recrues se rassemblent pour leur cérémonie d'entrée, se préparant au discours ennuyeux habituel. Et tandis qu'ils se regardent, rien ne ressort vraiment puisque la plupart d'entre eux étaient déjà censés être sélectionnés dès le départ. Kakoru fait son entrée et est invité à prêter serment au nom de la promotion, étant la meilleure élève, tandis qu'Izumo et Kagaraji semblent enfermés dans une rivalité qui ne fait clairement que commencer.
À peu près au même moment, je tombe sur notre cadet et les deux se présentent rapidement sans trop d'histoire. Peu de temps après, le capitaine Mina arrive et se dirige directement vers la scène pour commencer l'intronisation, appelant Kikoro pour parler au nom des recrues alors qu'elle s'avance et prononce le serment avec confiance. Mena remercie la queue de cheval aux cheveux jaunes pour ses efforts pendant l'examen et mentionne que la raison pour laquelle aucune vie n'a été perdue était à cause d'elle, que ses yeux commencent tranquillement à scruter la foule avec une expression lourde, à la recherche de KFK, sachant au fond d'elle que le vrai mérite lui appartient. Alors qu'elle serre les dents, visiblement prête à exiger des réponses sur sa transformation effrayante, Kafka arrive nonchalamment en retard. Et à la seconde où il le fait, le visage de Kakora s'illumine d'un rouge vif, tandis que l'attention de tout le monde se tourne directement vers lui. Alors que l'histoire reprend un peu de vigueur, le sort de Kaka est en jeu, alors que le jury de sélection examine ses résultats, découvrant que non seulement il a obtenu la note la plus basse à l'examen de conditions physiques, mais qu'il a également réussi à obtenir un 0 parfait au test d'aptitude. Et juste au moment où le jury est sur le point de rejeter complètement sa candidature, le capitaine Shoshiro intervient et décide de se porter garant de lui, arguant que même si le gars est peut-être un idiot tout à fait moyen, il a quand même réussi à identifier les points faibles de l'ennemi, à soutenir ses coéquipiers et, surtout, à le faire beaucoup rire, ce qui, à son avis, comptait pour quelque chose. Okonerji proteste immédiatement contre la raison ridicule d'embaucher quelqu'un, incitant le vice-capitaine à faire un compromis en prenant Kaf comme cadet au lieu d'officier et en décidant de le traiter personnellement un peu plus. De retour dans le présent, Mina annonce que Kaf a été accepté comme cadet et que c'est la raison pour laquelle elle l'a fait s'asseoir à la cérémonie d'intronisation, ce qui provoque une vague de soulagement silencieux parmi de nombreuses nouvelles recrues qui semblent heureuses d'apprendre qu'il est toujours là. Peu après, le vice-capitaine se tourne vers le commandant et l'invite à prononcer son discours. Entendre le discours du capitaine remplit Kafka d'une telle émotion qu'il finit par crier son prénom à travers la salle de cérémonie, déclarant avec audace qu'il se tiendra bientôt à ses côtés, laissant tout le monde autour stupéfait et chuchotant avec confusion pourquoi un débutant appelle négligemment le capitaine par son prénom. Bien que les mots correspondent clairement à son béguin d'enfance, elle garde son sang-froid et respecte le protocole en lui ordonnant de faire 100 pompes en guise de punition pour avoir manqué de respect à un officier supérieur. Alors que Kafka panique à cause de la punition soudaine, le vice-capitaine éclate de rire et taquine Mina pour avoir été indulgent avec le gars. Mais au lieu de répondre, elle s'éloigne simplement avec un léger sourire sur son visage. Anuji se plaint du fait que Kafka, à peine arrivé, est déjà devenu le personnage comique de l'équipe. Mais Soshiro répond calmement que c'est exactement le type d'énergie dont leur équipe a besoin, car les choses peuvent trop parfois devenir un peu trop sombres. Cependant, sous cette excuse légère se cache la véritable raison pour laquelle Soshiro a amené Kaka, qui remonte au moment où ils ont reçu un signal de kaiju de fortitude 9,8 et où les signes vitaux de quelqu'un ont disparu au moment exact, le rendant suspect que Kaka pourrait être quelque chose de bien plus inhabituel qu'il n'y paraît. Et donc, il décide de le garder près de lui et de l'observer.